Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce journal du vendredi 3 juillet. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici tout de suite les titres que nous allons développer ce soir. Faut-il craindre encore plus maintenant qu'avant la propagation du virus Covid-19 ? Eh bien, la réponse est oui, si l'on tient compte que plusieurs personnes de retour en Polynésie n'ont pas respecté leurs obligations de confinement. La confiance, ça ne fonctionne pas toujours. Drôle de conseil municipal ce matin à Aroué pour l'élection de Te Ura Iriti. Philippe Chil n'était pas là et il planait dans l'air comme une ambiance un peu lourde. Le recours contre les procurations était dans toutes les têtes. Anthony Géros a lui aussi été investi maire de la commune qu'il convoitait depuis un bon moment. Il nous expliquera ce qu'il compte faire après cette victoire à Paia qui fait de lui le deuxième maire indépendantiste d'une ville importante. Va-t-il tout changer en douceur ou rapidement ? Et d'ailleurs, que va-t-il changer ? On lui posera ces questions dans un petit moment. Et pour terminer, nous nous intéresserons au défi que se lance un ostéopathe de Tahiti, Samuel Zepp, par ce soir escalader les 3 plus hautes montagnes de l'île. Nous le rejoindrons dans un instant en direct pour qu'il nous explique ce qui le pousse à réaliser cet exploit inédit sponsorisé par Air Tahiti Nui. Il s'apprête à quitter la Pointe Vénus pour les hauteurs et nous vivrons ce moment avec lui. Ils rentrent peu à peu, ou ils sont déjà rentrés. Et tous ces voyageurs polynésiens ou résidents seront au total 920 à retrouver le pays, alors que l'épidémie de Covid n'est pas maîtrisée, loin s'en faut. Le dernier vol de continuité territoriale est arrivé hier soir et les vols réguliers reprennent progressivement avant l'ouverture complète le 15 juillet. Alors comment se déroulent les contrôles pour faire face au virus qui circule avec force dans de nombreux pays ? Les réponses tout de suite dans ce reportage de Thierry Stempfler et Hubert Liao. Après un test négatif, 190 personnes arrivées le 20 juin sont sorties ce matin de leurs 15 jours d'isolement, dans 3 lieux dédiés pour 153 d'entre elles et à domicile pour 37 autres passagers. Si ces quatorzaines dans les hôtels font l'objet d'une surveillance par des vigiles, la question de l'indiscipline se pose plus à domicile. Ces personnes-là sont appelées de façon quotidienne et si jamais il y a des symptômes, l'information est donnée au bureau de veille sanitaire. Et que se passe-t-il quand on vous signale que des gens ne respectent pas cet isolement ? Si ça arrive à vos oreilles, vous faites quoi ? On transmet immédiatement l'information au commissariat qui s'en saisit et met en place les procédures réglementaires qui sont prévues, à savoir les amendes qu'il faut, le rappel à la loi. Ces derniers mois, il y a eu une dizaine de vols venus de Paris et 4 à 5 personnes en moyenne par vol n'ont pas respecté les consignes. Certains professionnels en contact avec des voyageurs peuvent en témoigner. J'ai été confrontée à un cas d'une personne qui était rentrée donc, sur un vol 8 jours avant que je ne le croise et cette personne était en train de changer de logement. Donc il s'est retrouvé dans la nature. Et comme il repart bientôt en métropole, du coup, il a déclaré finir sa quatorzaine dans un Airbnb. La quatorzaine où on les confine réellement en vérifiant qu'ils sont bien à la maison, la force est de constater que ce n'est pas respecté. Pour la période qui court jusqu'au 15 juillet, 7 jours seulement à domicile sont imposés. Ce père de famille trouve que le système repose vraiment sur la confiance. Si on n'était pas sérieux dans notre septaine, bon, nous on le sera en tout cas, eh bien je ne sais pas trop comment, si ma fille devait être malade, je ne sais pas trop comment le virus serait correctement contrôlé. À la fin de la septaine, ma fille ne serait testée que si elle avait des symptômes. Voilà. Donc si elle n'a pas de symptômes, au bout de 7 jours, elle quitte son confinement et puis elle peut aller se promener comme elle veut. Après le 15 juillet, il y aura des contrôles sous forme de tests, mais plus de quarantaine. Fort de l'expérience accumulée ces derniers mois, les services de santé estiment prêts à faire face à ce saut dans l'inconnu. Voilà, et d'où l'utilité pour nous de continuer plus que jamais à respecter les mesures barrières. Le chapitre politique s'ouvre avec l'investiture de Te Ura Iriti, élu maire de la commune de Aroué. C'est une page qui se tourne après les 18 ans de mandature de Philippe Chil. Te Ura Iriti briguait le fauteuil de maire depuis longtemps. La 3e tentative a été la bonne, quoique il ne faut pas oublier le recours de l'ancien maire devant le tribunal administratif pour cette affaire de procuration qu'il juge douteuse, a souligné aussi Jackie Briand, a été élu adjoint. Bref, on vous explique tout avec ce sujet de Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Te Ura Iriti s'est levé, alors un voile d'émotion a pu se lire sur son visage. Un baiser à ses partisans, et la voici officiellement maire d'Aroué.
Une journée particulière. Les amis, les partisans de la candidate sont là, dans une ambiance festive. Teoura Eriti s'est engagée il y a 16 ans en politique. La mairie d'Aroué a toujours été un objectif de cœur. Une journée particulière aussi, parce que les élus de la liste Chil ne se sont pas déplacés. Ils contestent l'élection et la validité d'une centaine de procurations. Laissons la justice faire son travail. Et s'il vous plaît, n'instrumentalisons pas. Aujourd'hui, je dis, Tabana, si ton cœur battait vraiment sur Aroué, pour Aroué, tu aurais gardé ton siège. Au-delà de l'opposition supposée du conseiller Snow, il a manqué une voix au camp majoritaire. La répartition des postes adjoints a, semble-t-il, amené une déception personnelle. Madame Teoura Eriti. Hey, pardon, j'entends pas ma belle-mère là en ce moment. Hey, elle était troisième, on a voté, on a soutenu cette liste pour qu'elle soit adjointe au maire. Mais où est le problème là? Tout le monde a pensé, tout le monde l'a félicité qu'elle était adjointe au maire. Teoura, on a une confiance en toi. Toutefois, la clé de répartition des délégations a tenu compte des alliances du second tour. L'écologiste Jackie Briand aura une responsabilité d'adjoint à la mairie d'Aroué. Comme un écolo heureux, je ne dis pas que c'est une vague en Polynésie. Il y a eu quelque chose en France. Ça montre qu'il y a une prise de conscience et que la combinaison que nous avons dans le cadre de cette fusion nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre en place le plus tôt possible. Mais dans l'urgence, c'est la crise sociale que nous devons absolument prendre en considération. La nouvelle équipe municipale a donc sa feuille de route. Elle promet d'agir vite et au plus près. Restent évidemment les différents recours de l'opposition. En premier lieu, la justice administrative aura à trancher. Madame le maire, elle, continue à être combative. Tabana, tu es un guerrier. Seule la voix du peuple parle et la vraie justice. Si tu veux, chiche, retournons aux urnes. Au moins, j'aurai un siège vraiment, vraiment, sans être sali. Merci. Malgré tout, à Aroué, les amis, les nouveaux élus souhaitaient seulement penser au temps présent, le bonheur d'une journée particulière qu'ils ont attendu bien des années. Voilà, et à Paia, une ambiance plus légère pour l'investiture d'Anthony Géros. Petite anecdote, rien n'avait été prévu pour que le vote se fasse à bulletin secret. Il a fallu rectifier cela à la demande de la candidate opposée au nouveau maire. Un nouveau maire qui a aussi refusé d'arborer l'écharpe tricolore. Mais l'important pour Anthony Géros, c'est d'avoir remporté l'élection. Cela faisait longtemps et la 5e fois a été la bonne. Anthony Géros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est quoi ce petit geste avec l'écharpe là? C'est symbolique? Je dirais qu'on ne va pas en faire une affaire d'État. Hein. C'est un comportement qui était logique à votre avis? Logique eu égard à l'appartenance politique à laquelle j'appartiens. Je veux parler du Taveni Huratira. Mais j'en fais pas une affaire, on va dire, aussi ferme ou absolue, comme vous essayez de l'expliquer. Je porterai l'écharpe dans certaines circonstances. Alors, mais je me sens tellement mieux sans écharpe et avec une couronne de tiare pour exercer mes fonctions de maire. On l'aura retenu. Alors, une grosse commune qui devient indépendantiste, ça change quoi? Beaucoup de choses. D'abord, avec ce mandat, on a proposé, je pense qu'on est les seuls à l'avoir fait, une charte de l'élu qui tient compte d'un certain nombre de principes qui n'a jamais été mis en exergue dans l'exercice de la fonction, que ce soit de conseiller municipal. Vous voulez dire un élu responsable, en qui on peut avoir confiance? Plus que ça, hein, quand vous regardez par exemple la charte que j'ai présentée ce matin, c'est une charte qui contraint quand même chaque membre du conseil municipal à un certain respect de la vie civique, de la vie publique. Le recrutement des enfants, la prise illégale d'intérêt, le risque de prise illégale d'intérêt. Alors on connaît votre passion pour une certaine forme de sincérité et d'engagement politique, mais parlons des vrais problèmes de la commune de Paia. La route du Sud, vous l'abandonnez complètement, au risque de continuer à condamner les Tahitiens à passer 2 heures dans leur voiture le matin et 2 heures le soir? Voilà, je pense que ça dépend de la manière dont on appréhende le problème de la route du Sud. La route du Sud, pour moi, c'est 650 familles à la rue. Parce que même si ces familles vont être indemnisées, d'abord, la plupart sont dans une indivision telle qu'ils ne vont pas récupérer ce qu'il faut pour trouver à se reloger.
Et deuxièmement, vu l'âge de certains occupants qui se trouvent sur le tracé de cette route, je ne pense pas que l'indemnisation auquel ils auront droit... Donc vous l'abandonnez, ce projet, complètement? Je m'y oppose formellement et je laisse le soin au pays. On a élu des personnes pour prendre des décisions à la place d'autres. Et c'est au pays à faire preuve d'imagination et de pour trouver autre chose. Alors, Monsieur Géraud, une dernière question, parce qu'on a peu de temps. Quelle va être votre priorité, là? Ma priorité, c'est de me battre pour essayer d'obtenir la desserte hydraulique, l'eau potable pour ma population. Parce que ça fait 45 ans qu'on l'attend. Et d'autres communes qui ont eu la chance d'avoir des maires qui sont très porteurs de ce genre de projet ont eu l'eau potable avant nous, alors qu'ils n'ont pas eu cette carrière de 45 ans pour pouvoir mettre en place le minimum qui est attendu de l'ensemble de la population en matière d'eau potable. Merci Anthony Géraud. On retiendra donc que vous abandonnez le projet de route du Sud et vous laissez le soin au gouvernement de régler le problème et que vous allez donc vous battre pour que tout le monde chez vous ait l'eau potable. C'est ça, merci. Voilà, rendons-nous maintenant à Uturoa, chef-lieu de Raiatea, un peu plus de 200 km de Tahiti et 40 minutes de vol. Là-bas, Matai Brotherson a gagné les élections municipales face à Sylviane Tero Atea, maire depuis 2008. Une petite victoire, il faut le préciser, avec seulement 10 voix d'avance. Mais ces 10 voix lui ont permis d'être élu premier magistrat de la commune. Petite précision, Matai est le fils de Philippe Brotherson qui a été maire de Raiatea durant 36 années. Le clan Brotherson reprend donc les rênes avec cette intronisation aujourd'hui. Alors la politique se transmet-elle dans les gènes et ces 10 voix d'écart, n'est-ce pas un peu inconfortable? Notre correspondant Julien Vescovali a posé ces questions à ce jeune et nouveau maire. J'ai envie d'aider ma population. C'est plutôt par rapport à ça. Enfin, on entendait les gens dire ils croient que c'est un héritage. J'ai dit non, c'est pas par rapport à ça. On a envie de travailler pour une commune. Et on a déjà commencé, c'est celui de la centrale. Il faut assurer car le temps nous est compté. Voilà, un maire encore un peu timide. Et pour fermer ce chapitre politique, je vous rappelle que nous avons un nouveau Premier ministre. Jean Castex remplace Édouard Philippe à la tête de l'exécutif. Si l'homme est peu connu du grand public, cela fait longtemps qu'il exerce de hautes fonctions au sein de l'administration d'État. C'est un énarque qui rendra public la semaine prochaine la composition de son gouvernement. On aura alors la réponse à la question de savoir si oui ou non Annick Girardin reste ministre des Outre-mer. Et pendant ce temps-là, au tribunal, autre intronisation, celle du nouveau premier président de la Cour d'appel. Il se nomme Thierry Paul, un homme du nord de la France. Le magistrat est arrivé durant le confinement. Il a pris ses fonctions devant de nombreuses personnalités de l'État et du pays. Il n'est pas totalement en terre inconnue car Thierry Paul avait déjà séjourné en Polynésie dans les années 80 quand il était dans la marine. On passe à toute autre chose. Un jeune ostéopathe de 41 ans, Samuel Zeb, va escalader ce week-end 3 des plus hauts sommets de Tahiti. Il est accompagné de 2 amis sportifs comme lui. Cette escapade incroyable est baptisée Air Tahiti Nui Summit Challenge et fait suite à une première expérience du même genre réalisée en 2017. Samuel participera aussi au circuit très connu de la Diagonale du Fou à La Réunion en octobre prochain. Samuel, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez d'abord ? Bonsoir, oui, tout à fait, je vous entends. Alors, merci de m'accueillir. J'ai une question à vous poser tout de suite, je ne comprends pas. Pourquoi vous partez de nuit ? Très très bonne question, excellente question. 3 raisons fondamentales. Déjà, on part toujours très tôt en montagne, parce que c'est mieux en cas de souci, pour revenir tôt. Oui. C'est très tôt. Alors deuxièmement, c'est parce qu'on va commencer par le mont Oroena, qui est le plus compliqué de tout. Ça va nous prendre quasiment la moitié du temps, en fait, sur les 30 heures de course. Et c'est très technique. Mais vous faites ça donc, la nuit ? Pour des logistiques, comment vous faites pour la porter nuit ? de l'eau et pour... Donc on fait ça la nuit. On a une bonne frontale, celle qui est là, juste derrière moi. Donc il n'y a pas de souci pour ça, on est comme en plein jour. Vous êtes en train de vous entraîner pour la Diagonale du Fou à La Réunion, c'est ça ? Voilà, exactement. Et c'est pour ça que partir de nuit sera bien, puisqu'il y a 2 nuits à La Réunion qu'il faudra passer sans dormir. Alors là, comment vous allez faire ? Vous n'allez pas dormir non plus là pendant ces 2 jours qui arrivent ? Alors, non, on ne va pas dormir. Le but, c'est de rallier un point A à un point B, l'objectif qu'on s'est fixé.
Ça rentre encore dans le timing où on peut ne pas dormir, voilà, se priver un petit peu de sommeil. Donc voilà, c'est le but de se faire plaisir le plus longtemps possible dans la montagne. Il y a des gens qui vont vous suivre, il y a déjà des gens qui vous ont appelé, qui vont vous rejoindre. Alors mon téléphone n'arrête pas de sonner, ouais, en ce moment. Tout à fait, parce qu'on va faire les ascensions, on va redescendre et à chaque fois en bas, on fait des portions de route ou des portions dans les lotissements. On monte jusqu'au belvédère de Pire-Haye par exemple. Donc j'invite et je convie les gens justement à venir nous croiser et croiser notre route pour venir accompagner sur ces petits segments-là, voire même monter la Oreille ou le Mont Maraou qui est quand même plus accessible aux gens. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes un peu dingue, mais je vous demanderai quand même, je voudrais bien savoir quelle est votre motivation pour vous lancer des défis pareils. La motivation et défis pareils, déjà, c'est une super introspection, l'Ultra Trail, parce qu'on passe beaucoup de temps soi-même, en fait. Donc, c'est ce côté-là qui est très, très intéressant. Et puis, en tant qu'ostéopathe de profession, j'ai un rapport au corps, je ne vais pas dire qu'il est différent des gens, mais j'aime bien connaître un peu ses limites, ses capacités d'adaptation. Et donc, faire du long comme ça permet de repousser de ses limites et ça permet d'être bien, quoi, de se sentir bien. Samuel, vous arrivez où et quand qu'on vienne vous accueillir ? Alors, je vous souhaite de venir m'accueillir avec plaisir. Ce sera un petit peu tôt, entre 3h et 6h du matin, a priori. Non, je dis bien a priori parce que ça reste alors. un ultra trail, donc tout peut s'arriver. Ce sera dimanche matin, donc entre 3h et 6h, au parc Veirai à Punaia. Voilà, merci Samuel, voilà. Bonne chance, bon courage, et puis tous nos voeux de réussite, avec plaisir. Bien sûr. Une sortie théâtre. Merci infiniment, merci de votre accueil. Une sortie théâtre. Ce soir, demain et dimanche, le Petit Théâtre de la Maison de la Culture vous propose d'assister à une pièce intitulée « Sexe, magouille et rock'n'roll », une comédie entre mensonges, taquinerie, coups bas, mauvais conseils du père et du meilleur ami gay. Chou et Chouquette mettent l'harmonie de leur couple à rude épreuve, comme nous l'explique son auteur Martino, au micro de Lorenzo Marama et Hiro Terorotua. Martino a d'ailleurs présenté ce spectacle dans l'Hexagone avec le joli score de plus de 4000 entrées. Que j'ai créé en 2009, qui a fait le Festival d'Avignon de plusieurs années, qui continue à se jouer en métropole. Moi, je l'ai joué 4000 fois, ce spectacle-là. La fille qui va jouer avec moi, c'est ma 40e partenaire. Et c'est un spectacle qui a tourné et qui fait partie des gros blockbusters de comédie, de café-théâtre en France. Et j'ai beaucoup de chance de me dire que de continuer à jouer ce spectacle. Quand je l'ai écrit, je ne me doutais pas que ça allait avoir cette histoire-là, en tout cas. Voilà, une comédie drôle et déjantée, nous précisent nos journalistes qui ont assisté à la dernière répétition. Voilà pour les infos ce soir. Je vous en rappelle la principale. Anthony Géraud s'est installé dans son fauteuil de maire de Paia. Il nous a expliqué pourquoi, comme son mentor Oscar Temarou, il ne souhaite pas arborer l'écharpe tricolore. Il nous a aussi expliqué que sa priorité sera la distribution d'eau potable pour tous les administrés de la commune. Et pour finir, ces quelques images d'une expo qui se termine à la galerie Winkler, celle de Bernard Berby, fou de tapas et des couleurs naturelles extraites des plantes endémiques de la Polynésie. Un travail très intéressant et finalement extrêmement beau. Si vous avez raté l'événement, rendez-vous sur sa page Facebook, sur la page de cet artiste sensible et passionné. À demain, très bonne soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.